Le scandale Alcopharma revient sur le devant de la scène. Le Matin dimanche révèle les suites de l'affaire. Les responsables de cette entreprise valaisanne ont été condamnés pour avoir falsifié la date de péremption d'un médicament contre le cancer, le Thiotepa. Plus de 100 000 doses périmées ont été administrées à des patients en Suisse et en France entre 2007 et 2011. Mais pour Swissmedic, la justice s'est montrée trop clémente. L'autorité de surveillance des médicaments a fait recours. Jérôme Galichet, Aurélie Coulon. C'est de la société Alcopharma, basée à Martigny, que sont sortis entre 2007 et 2011 les 100 000 flacons d'anticancéreux périmés vendus avec de fausses dates de péremption. Le médicament falsifié, du Thiotepa, a été administré à des patients, des enfants, pour la moitié des cas, principalement en France. Le tribunal valaisan a condamné 4 responsables de l'entreprise à des jours amendes et des peines pécuniaires. En Suisse, près de 2000 doses périmées ont été écoulées dans les plus grands hôpitaux. On achète des millions de fioles de médicaments ou de comprimés de médicaments par année. Vous imaginez bien que ça ne va pas être possible pour nous de refaire ces analyses. C'est un système qui est basé sur la confiance et sur la responsabilité du fabricant. On est face à un cas extrêmement rare et il ne faut pas remettre en question tout le système. À partir de 2005, l'entreprise valaisanne achète le Thiotepa à un fabricant allemand. Plus tard, pour écouler les stocks périmés, l'entreprise suisse change les dates d'expiration et vend ses lots en France. Le fabricant allemand se rend compte de la supercherie et porte plainte. Swissmedic confirme avoir fait recours, estimant les sanctions trop légères, la mise en danger des malades n'ayant pas été retenue par la justice. Personne de l'autorité de surveillance des médicaments n'était disponible aujourd'hui pour une interview. L'avocat d'une des responsables chez Alcopharma déclare: Ma cliente réserve ses déclarations pour la justice. Loin de tout battage médiatique, les résultats judiciaires sont de simples contraventions sans mise en danger de la santé. Il faut analyser cette affaire avec du recul. La stabilité du produit actif du Thiotepa décline après 18 mois. Difficile de vérifier l'efficacité de la chimiothérapie après cette échéance. Au-delà d'une perte de 10%, eh bien, il y a en effet un risque que le médicament n'agisse plus comme il devrait agir. Un doute qui pourrait affecter les proches de patients décédés. Entre-temps, l'entreprise Alcopharma a fait faillite. Depuis l'apparition des conflits, les hommes ont rivalisé d'ingéniosité pour obtenir des informations de la part de soldats capturés, ou simplement pour le désir de vengeance, ou encore le plaisir de l'humiliation. Et lorsque l'on pense à la créativité qui a été déployée dans le seul but de faire souffrir, ça fait froid dans le dos. Voici 15 méthodes de torture qu'on ne souhaite à absolument personne. 15. La cage de fer. Principalement utilisée au Moyen-Âge, cette méthode consiste à enfermer une personne dans une cage en fer ayant la forme d'un corps humain. La cage est ensuite levée dans les airs, où le supplicié est laissé jusqu'à sa mort. 14. La fourche de l'hérétique. Cette pièce de métal, pointue aux 2 extrémités, était attachée au cou des prisonniers. Ceux-ci étaient ensuite suspendus dans une position rendant le sommeil très difficile. Et si jamais ceux-ci s'endormaient, la fourchette perçait leur gorge et leur sternum. 13. Le collier de pique. Fait en métal ou en bois, ce collier est à la fois douloureux et humiliant. Les pics bloquent absolument tout mouvement, empêchant le supplicié de s'allonger, de manger ou simplement de bouger la tête dans n'importe quelle direction. 12. La scie. Suspendu par les pieds, le bourreau sciait lentement la victime à partir de l'entrejambe. La position permettait au sang de se concentrer vers la tête. Ainsi la victime restait le plus longtemps possible en vie et conscient. 11. La Vierge de Nuremberg. Cet instrument de torture a la forme d'un sarcophage est fait de fer ou de bois. De longues pointes métalliques garnissent l'intérieur des portes, et transpercent lentement l'occupant lorsque le couvercle se referme, plus ou moins rapidement. Cependant, il n'existe aucune trace historique de son utilisation. 10. L'empalement. Cette torture consiste à forcer une personne à s'asseoir sur une barre large et pointue. Celle-ci est ensuite mise à la verticale, et la victime descend petit à petit le long de la barre à cause de son poids. Il fallait parfois attendre 3 jours avant que la personne meure. 9. Le scaphisme. Le supplicié est placé dans une baignoire en bois, seule la tête étant en contact avec l'extérieur. Le visage est ensuite recouvert de lait et de miel, ce qui attire de nombreux insectes. La victime est également nourrie et se retrouve vite dans ses propres excréments. Les vers et asticots finissent par dévorer le corps de la personne, qui est encore en vie. 8.
le taureau d'airain, ou taureau sicilien. Utilisé en Grèce, il s'agit d'une énorme pièce de métal ayant la forme d'un taureau, avec une porte sur le côté. La victime était placée à l'intérieur, puis un feu allumé en dessous. Le métal chauffait énormément. La victime finissait par rôtir vivante. Grâce à une ouverture, les cris de la victime étaient amplifiés. 7. L'araignée espagnole. Fait de longues griffes métalliques, cet objet était chauffé à blanc avant d'être fixé sur le sein d'une femme. Si la poitrine n'était pas violemment arrachée par le bourreau, les victimes étaient suspendues au plafond. Sous leur poids, la peau s'étirait, augmentant le saignement jusqu'à ce que mort s'ensuive. 6. La manivelle intestinale. La victime, attachée à une table et consciente, reçoit une incision au niveau de l'abdomen. Le bourreau attrape alors un bout d'intestin et l'accroche à un crochet, qui est relié à une manivelle. L'intestin grêle est alors lentement retiré du corps. Le système pouvait sortir de 3 à 6 mètres de viscères. 5. L'écraseur de tête. Faisant exactement ce que son nom indique, cet instrument utilise une vie pour comprimer le crâne de la victime. Les dents étaient les premières à y passer, suivies par les yeux et pour finir par le cerveau. 4. La chaise de Judas. La victime est positionnée sur le sommet de la pyramide, de façon à ce que tout son poids repose sur celui-ci. Des cordes étaient ensuite utilisées pour forcer une descente lente de la victime. Cette torture finissait généralement par empalement ou par une infection de l'orifice arrière. 3. L'arracheur de langue. Ces ciseaux surdimensionnés ne sont pas coupants, mais permettent d'attraper une langue et de bien la bloquer entre les pinces. Une fois la prise assurée, le bourreau n'avait plus qu'à tirer un coup sec. 2. Le seau et le rat. Cette torture atroce consiste à piéger un rat dans un seau, puis poser ce seau sur le ventre de la victime en position retournée. Le bourreau commence alors à chauffer l'extérieur du seau. Par instinct de survie, le rat va chercher à s'enfuir loin de cette source de chaleur intense. La seule sortie étant sous lui, il va donc creuser son chemin dans le corps de la victime à grands coups de croc et de griffes. 1. L'âne espagnol. Utilisé par l'Inquisition espagnole, cet outil est absolument terrifiant. La victime devait s'asseoir sur le dessus d'une structure en forme de V. Le bourreau attachait alors des poids aux pieds de la victime jusqu'à ce que celle-ci soit découpée en deux. Des techniques qui font froid dans le dos, n'est-ce pas? Répondez-y en commentaire, et n'hésitez pas à partager la vidéo et de mettre un petit pouce en l'air. Berlin. Novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée, sous le nom de Conférence de Berlin. Aujourd'hui, cette conférence est oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif était de se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Deux conceptions s'opposent. D'un côté, Bismarck entend garantir la liberté de navigation et de commerce dans toute la zone. De l'autre, le Portugal, soutenu par le président du Conseil français Jules Ferry, conçoit les colonies comme un monopole commercial détenu par la métropole. Les discussions ont duré jusqu'en février 1885. Aucun Africain n'y sera convié, mais les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront des frontières. L'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est précisément le baron de Courcelles qui a convaincu Jules Ferry de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif, 2 ans plus tôt, dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre, aux dépens de la France. La mentalité de Berlin, c'est de dire « on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. » C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Berlin a lieu à un moment où l'Occident, les puissances occidentales ont beaucoup de mal à percevoir en l'Afrique quelque civilisation que ce soit. Les plénipotentiaires qui siègent à Berlin sont inconscients. Ils sont inconscients et ignorants. Ils se croient bien informés sur une situation qui leur échappe totalement. D'abord, les populations africaines
ont leur culture, leur civilisation, leur manière d'être. Et ce n'était pas tellement évident que les questions qu'ils considéraient à leur niveau comme étant les plus importantes étaient celles qui préoccupaient les Africains à ce moment. Ils ont transposé sur les Africains leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs problèmes. Après plusieurs réunions techniques, un tracé définitif du territoire offert au libre commerce est enfin proposé. C'est justement le délégué belge qui est chargé de l'exposer. Le territoire offert au libre commerce sera délimité par les crêtes du Nil au nord, du lac Tanganyika à l'est, du Zambèze et de la Lodgé au sud. Pour la première fois, les Occidentaux s'offrent au cœur de l'Afrique un territoire à exploiter, tracé à la règle et au cordeau, au milieu des peuples, sans même savoir ce qu'ils recèlent. Notre question centrale, généralement associée à Berlin, c'est celle de l'esclavage. Et dont le projet colonial est constamment en train de négocier des tas de contradictions. Mais les colons, ils sont coincés. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils veulent mettre fin à l'esclavage. Et donc, ils ne peuvent pas reproduire l'esclavage. De l'autre côté, ils ont très peur du travail libre. Et donc, ils adoptent une solution intermédiaire qui est le travail forcé. Un travail qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré, alors que l'on n'est pas esclave. On comprendrait si on était des esclaves. Et donc, le travail forcé, il a servi à une ou deux choses, il faut le dire. À construire des routes, des voies ferrées, des ports. Mais au fond, on aurait pu construire ces voies ferrées et ces ports à partir d'un travail libre. Le problème, c'est que on voulait faire une colonisation qui ne coûta pas cher. Alors il faut bien dire qu'avant Berlin, les frontières existaient dans l'Afrique précoloniale. Mais il faut préciser tout de suite que ces frontières précoloniales avaient très peu à voir avec l'idée, disons, moderne de la frontière, qui est au fond une invention récente, d'une part parce que la frontière ne constituait jamais une limite infranchissable. La frontière était en général une zone de négociation et de marchandage. Elle était en fait un espace de mixité et de rencontre, et jamais une ligne de séparation. L'institution frontalière avait pour fonction principale de tisser des liens. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes Le Monde en français. Place à notre grand angle. Il est considéré comme l'homme qui a ouvert la voie à la colonisation française de l'Afrique centrale. En 1905, l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza publia un rapport sulfureux. Il y critiquait vivement les méthodes coloniales et le traitement fait aux populations autochtones, non pas par bonté d'âme, mais plutôt par réalisme. Il estimait alors que ces exactions rendaient l'avenir incertain. Les autorités s'empressèrent d'enterrer cette bombe éditoriale. Elle ressort aujourd'hui avec nous pour en parler dans 64 minutes. Deux grands témoins, Catherine Coquery-Vidrovitch, bienvenue à
vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne. Vous avez rédigé la préface du rapport Brazza. C'est aux éditions du Passager clandestin. Avec nous également Patrick Farbiaz, conseiller politique, notamment d'Europe Écologie Les Verts, et surtout l'auteur de Désobéir au colonialisme, édition du Passager clandestin également. Vous avez rédigé, vous, la postface de ce même livre, le rapport Brazza. Catherine Kokhry-Vidrovitch, vous avez vous-même découvert ce rapport Brazza en 1965. Dites-nous dans quelles conditions? Eh bien, je commençais ma thèse d'État, qui était une espèce de grand chef-d'œuvre qu'on demandait à l'époque aux universitaires. J'ai manié quelques 30 ou 40 grands dossiers d'archives. Et par hasard, je suis tombée sur l'année 1905, sur ce rapport, dont j'ai compris l'intérêt tout de suite. J'en suis servi d'une source comme une autre. Je m'en suis servi, enfin, je l'ai photocopié. J'ai eu le réflexe de le faire photocopier. Je l'ai gardé pendant longtemps en me disant, il faudrait un jour le publier. Il faudra que j'ai le temps, parce que c'est vraiment, tout le monde le croyait disparu, détruit, falsifié, etc. Et quand Dominique Bellec du Passager clandestin est venu me voir il y a 2 ans en disant, est-ce que vous pensez que vous pourriez travailler sur ce rapport, je lui ai dit, vous tombez du ciel, parce que ça fait presque un demi-siècle que je le publiais, ce rapport, puisque j'étais pratiquement la seule à le connaître. Et encore en début des années 2000, la conservatrice en chef des archives nationales d'Aix-en-Provence m'a demandé la référence. C'est dire à quel point il restait méconnu. Alors, qui est l'auteur de ce rapport? Qui est Pierre Savorgnan de Brazza? Pierre Savorgnan de Brazza était un explorateur courageux, rêveur, et qui croyait absolument dans la richesse des eaux qu'il explorait. Il a été à l'origine de la colonisation française en Afrique équatoriale, ce qu'on a appelé l'Afrique équatoriale française, en faisant reconnaître par le Parlement un petit accord signé avec un chef local près de Brazzaville qui n'existait pas encore en 1882. En 1885, il a été envoyé pour prendre la tête de l'ensemble de ce qui va devenir le Congo, le Gabon et l'Oubangui-Chari, aujourd'hui la Centrafrique. Et en 1897, il est remercié parce qu'il s'oppose aux excès de la privatisation de l'exploitation du Congo. Il se retire et des abus éclatent énormément, ce qu'on appelait le caoutchouc rouge, ce qui ne s'appelait pas encore le Congo belge, qui appartenait au roi des Belges Léopold, caoutchouc rouge parce qu'il était fait au prix du sang des travailleurs. Et le gouvernement français a réussi à dissimuler complètement ce que Brazza a découvert avec ses 10 compagnons quand il a été envoyé en mission d'inspection en 1905. Il est resté 6 mois et il a fait un rapport terrible sur les exactions coloniales. Alors Patrick Farbiaz, comment réagit à ce moment-là le pouvoir colonial français? Ce qui est complètement étonnant dans cette affaire, Catherine le sait mieux que moi, c'est que finalement le pouvoir colonial français envoie cette mission d'information parlementaire, cette mission d'enquête. Et ce qui est incroyable, c'est que quand cette mission d'enquête parlementaire revient, après la mort de Brazza, le rapport parlementaire, moi je travaille depuis 15 ans au Parlement, et j'ai jamais vu ça en fait, il disparaît. Il disparaît parce que finalement, sur demande expresse du ministère des colonies, du ministère des Affaires étrangères et d'une certaine façon du lobby du parti, ce qu'on appelait à l'époque le parti colonial. Et donc je crois que c'est une histoire incroyable, y compris dans l'histoire parlementaire française. On n'a jamais vu cela. Jamais vous pouvez aller à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, vous trouvez tous les rapports parlementaires, sauf celui-là. Mais pourquoi ce silence, toutes tendances politiques confondues? Pourquoi des partis progressistes, par exemple, qui ont lutté contre le colonialisme, n'ont pas élevé la voix? Non, ça n'était pas un rapport parlementaire. Le Parlement a discuté pendant 3 jours et connaissait effectivement l'affaire. Mais l'ensemble des archives de Brazza est mort au retour à Dakar, l'ensemble des archives de la mission ont été remises au ministère des colonies. Et c'est le ministre des colonies qui a nommé une commission pour rédiger le rapport que Brazza ne pouvait pas rapporter. Ce rapport, qui est celui qui est publié et que j'ai annoté, ce rapport est relativement très honnête sur les abus. Il y a eu des 60 femmes enfermées dont on a retrouvé au bout d'un mois, comme elles n'étaient pas nourries, 45 étaient mortes avec leurs enfants. Il y a aussi ces chasses à l'homme, notamment dans l'Oubangui-Chari, en la Centrafrique et le Congo-Brazzaville actuel, sur ces chasses à l'homme. Ah oui, c'était terrible. Mais ce rapport a donc été rédigé. Il a
il a été faussé par rapport aux résultats de la mission, dans la mesure où la mission accusait très nettement la responsabilité des fonctionnaires coloniaux. Ça a été complètement effacé du rapport final, puisque Brazza n'était plus là pour le dire. Mais néanmoins, les ministères des colonies et des affaires étrangères ont trouvé que ce rapport restait incendiaire. Et en 1907, après beaucoup d'hésitations, parce qu'ils avaient promis de le publier, justement, qu'il était réclamé, en particulier par la Ligue des droits de l'homme et par les parlementaires qui étaient au courant, ils ont décidé de l'enterrer. Patrick Farbias, qu'est-ce que cela change dans le débat sur le colonialisme, la sortie de ce rapport Brazza aujourd'hui? Selon certains, ce sont des crimes, selon d'autres, on parle de bienfaits. Qu'est-ce que ça change? C'est déjà très important parce que ça met la lumière sur ce qu'on a appelé, il y a une dizaine d'années, mais l'année prochaine on va le commémorer, l'anniversaire de cet amendement qui finalement a été annulé sur demande de Jacques Chirac, l'amendement sur la colonisation positive. C'est-à-dire que finalement on s'aperçoit que les conséquences finalement de la colonisation ont été globalement plutôt négative pour en tout cas les peuples. Parce qu'il faut rappeler quand même que cette affaire se déroule aujourd'hui dans les pays qui sont aujourd'hui parmi les plus pauvres et qui sont comme le Congo-Brazzaville ou la Centrafrique l'objet de conflits récurrents. Depuis les indépendances, la France elle est intervenue 7 fois en Centrafrique. Mais c'est pas un hasard, c'est que ça s'inscrit dans une histoire coloniale qui a été, par exemple, après les compagnies concessionnaires qui ne voulaient absolument pas investir dans le rail, comme le rappelle Catherine Coquery-Widowicz, eh bien, ce qui s'est passé après, c'est que à partir de 1921-30, on a construit un chemin de fer, sauf que là, il y a eu des dizaines de milliers de gens qui sont morts en le construisant. À Congo-Océan, c'est 20 000 morts. Oui, voilà, c'est quand même énorme, quoi. Et tout ça, il faut voir qu'il y a eu quand même des générations entières de gens qui ont été sacrifiés dans ces années. Ça a duré jusque quand? Au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Disons que c'est la région, et en particulier justement ce qui est intéressant pour ce qui se passe aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, en particulier dans l'ouest de la Centrafrique. C'est une zone qui a été particulièrement mal contrôlée, effectivement, par l'administration, où se sont trouvés de jeunes administrateurs mauvais, qui ont eu le vertige du pouvoir et qui ont commis eux-mêmes un certain nombre d'abus tout à fait scandaleux. Et ceci a commencé dans les années 1890-96 et s'est poursuivi, en tous les cas jusqu'à la fin des années 20, puisque c'est là que André Gide a décrit des scandales à nouveau en 1927, quand il a écrit Retour du Congo, Voyage au Congo. Et la Deuxième Guerre mondiale arrivant, la fonction publique, enfin les administrateurs, et c'est ça qui est remarquable dans ce rapport, font dès 1905 une analyse tout à fait juste de ce qu'il faudrait faire. Ouais. Mais il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'autorité, et on couvre les administrateurs en place, si bien que rien n'est fait. Alors, est-ce qu'il y a d'ailleurs une question qui me vient à l'esprit là à l'instant? Est-ce que vous savez si c'est enseigné, cette histoire-là, du rapport Brazza dans les écoles, à Brazzaville, justement, capitale du Congo? Jusqu'à présent, on ne le connaissait pas. Moi, je suis très contente que le rapport soit publié et que j'ai pu faire une préface expliquant véritablement comment ça s'est passé et pourquoi on l'a étouffé. Parce que tout le monde pensait qu'il avait disparu et on pensait en plus qu'il avait été... Comme Brazza était mort, qu'il avait été truandé, que c'était pas un rapport qui valait crédible, la peine d'être recherché. Ce qui est faux. Ce rapport est tout à fait intéressant. Et est-ce que ça ne démontre pas aussi, question que je pose à tous les deux, est-ce que ça ne démontre pas, contrairement aux idées reçues, que le colonialisme français n'était pas moins violent, comme on l'entend parfois, que le colonialisme belge au Congo, justement? De mon point de vue, en tout cas, ça le démontre. C'est-à-dire que c'est pareil. D'ailleurs, quand ce rapport est écrit, il faut savoir dans quel contexte. Il est écrit parce qu'il y a une campagne de presse internationale soutenue par l'État britannique contre le colonialisme belge, mais également contre le colonialisme français. Et le colonialisme français, qui à ce moment-là des vues sur l'État du Congo, l'indépendant du Congo, veut finalement se couvrir lui-même par rapport à cette campagne de presse qui dénonce des
des exactions dans les deux États. Et vous évoquez caoutchouc rouge. Est-ce qu'aujourd'hui, ce caoutchouc rouge n'est pas remplacé? Vous disiez, aujourd'hui encore, il y a des conséquences de ce pan de l'histoire sombre de la France en Afrique, avec le coltan, par exemple, dans la région des Grands Lacs, en RDC. Oui, mais même dans Brazzaville, si on parle que de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, il y a la question du pétrole qui a été à l'origine, entre autres, de la guerre civile il y a une quinzaine d'années, parce que c'était un problème de répartition. Il y a eu des milliers de morts, dans lequel d'ailleurs Elf a été totalement impliqué. À ce moment-là, nous, on l'avait dénoncé. Bon, et donc je crois que évidemment il y a toutes les autres matières premières, il y a la question des diamants, etc. dans le coin, et tout ça, c'est récurrent et ça fonctionne pas de la même façon, mais c'est toujours la question, je dirais, des fondements de la question coloniale sont toujours présents, quoi, aujourd'hui. Je dirais que le schéma reste le même. Le schéma, c'est l'État. À l'époque, c'était l'État français. Maintenant, ce sont les États nationaux. Ne veulent pas investir ou ne peuvent pas, ça dépend, quand ils ont du pétrole ils pourraient, mais enfin c'est une question de politique intérieure, cherchent à ne pas investir et par conséquent confient le travail à des sociétés privées qui sont mal contrôlées et qui font ce qu'elles veulent. Et ça, ce schéma-là, c'est le même aujourd'hui qu'il a été à l'époque, effectivement. La grande différence entre le Congo belge et le Congo français, c'est que dans l'État indépendant du Congo, l'administrateur et le producteur, c'était le même. Tandis que dans l'État français, dans la colonie française, l'administration était distincte. Seulement, l'administration a été inefficace et non formée, non contrôlée, ce qui fait qu'au résultat, ça a été à peu près le même. Patrick Farbiaz, puisque c'est le titre de votre livre, comment désobéir au colonialisme? C'est encore une question d'actualité? C'est totalement une question d'actualité parce que moi je considère, et mon association Sortir du colonialisme qui anime la semaine anticoloniale depuis une dizaine d'années, considère qu'il y a une continuité de l'ordre colonial. C'est d'ailleurs ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que de 1492, avec la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb, jusqu'à aujourd'hui, le colonialisme a pris des formes tout à fait différentes. D'abord, ça a été l'esclavage, le commerce triangulaire, avant d'ailleurs le génocide des Indiens, etc. Ensuite, les empires coloniaux au XIXe siècle, pour la deuxième mondialisation, puis après la troisième mondialisation qu'on est en train de vivre, d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle, nous, le nouvel ordre colonial. C'est-à-dire qu'il y a des colonies encore classiques, comme la Palestine, le Sahara, etc., mais il y a des néo-colonies, ce qu'on appelle la France-Afrique, par exemple. Et puis, il y a d'autres formes nouvelles, comme l'accaparement des terres, c'est des millions d'hectares à travers le monde, dont pas mal en Afrique, c'est le brevetage du vivant, c'est d'autres formes qui font qu'aujourd'hui, on peut parler d'un nouvel ordre colonial. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le caractérise. Merci beaucoup à vous, Patrick Farbiaz. Désobéir au colonialisme, c'est le titre de votre ouvrage. Merci à vous pour le rapport Brazza, Catherine Coquery-Vidrovitch. Merci à tous les deux d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde.